correctement. Voilà. Donc, on va faire le troisième cours de maths en prenant celui qui est plutôt numéroté 4, il me semble, c'est-à-dire la partie espace vectoriel, matrice, déterminant. Donc, je vous laisse la bonne page dans le cours. Et vous devez avoir à l'écran la première page du chapitre que l'on va traiter. Donc, on a traité dans un premier temps la cinématique, les questions de vecteurs, dérivation de vecteurs, vitesse, accélération. Le deuxième cours portait sur les intégrales doubles et normalement les TD sont en cours sur ce sujet. Là, on va passer sur un chapitre qui n'a rien à voir, donc qui est plutôt de l'algèbre. Et on reviendra parler d'intégrales au prochain cours. Alors, c'est un chapitre donc, qui est divisé en trois morceaux. Il y a une partie sur ce qu'on appelle espace vectoriel. Donc, je vais expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, sachant que l'objectif, c'est pas d'insister non plus démentiellement là-dessus. Et puis ensuite, on parlera de matrices et ensuite de déterminant, qui est un outil associé aux matrices. Donc, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Donc, comme c'est écrit, c'est un ensemble qui est muni d'une opération d'addition et d'une opération de multiplication par un réel. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit de regrouper sous le même vocabulaire d'espace vectoriel des structures que l'on retrouve dans des tas de situations mathématiques courantes. Donc, exemple d'espace vectoriel, les vecteurs du plan. Donc, R2, c'est le plan. Les vecteurs avec deux coordonnées, on a fixé un repère d'abord. Donc, deux nombres x, y comme coordonnées. Quand on a deux vecteurs, on sait à la fois les additionner, somme de deux vecteurs. Vous savez construire ça géométriquement. Je peux le refaire rapidement sur un exemple. Si j'ai un premier vecteur... Ah, j'ai encore des problèmes de souris. Je ne vais peut-être pas le faire sur un exemple tout de suite. Le temps de régler mes problèmes. La souris qui n'écrit pas. Bon, je ne vais pas faire ça. Donc, deux vecteurs. Donc, vous savez les additionner. U plus V, vous pointez au bout de la pointe du vecteur U le vecteur V, et puis ça forme deux côtés d'un triangle, dont le troisième côté vous donne la somme des vecteurs. Vous savez aussi les additionner sous forme de coordonnées. Si vous avez le vecteur xy et le vecteur x'y', le vecteur somme des deux, vous additionnez les coordonnées abscisses entre elles et ordonnées entre elles. Vous savez multiplier un vecteur par un réel, vous obtenez un vecteur de même direction, qui a un sens qui est le même si le nombre par lequel vous multipliez est positif et opposé sinon. Et si vous multipliez par une norme qui est la norme du vecteur départ multipliée par la valeur absolue du coefficient. 3 fois le vecteur V, pour donner un exemple simple, vous savez ce que c'est. Donc cette structure où on a un ensemble et on a une opération d'addition entre les éléments de l'ensemble, une opération de multiplication par un réel. Vous la retrouvez aussi sur un autre ensemble, donc qui est, par exemple, l'exemple 2, l'ensemble des fonctions réelles continues. Pourquoi ça? Tout simplement parce que quand vous avez deux fonctions réelles continues, vous savez définir leur somme. F plus G, c'est la fonction qui a x associe f de x plus g de x. Et vous savez multiplier une fonction par une constante. Vous savez ce que c'est que multiplier une fonction par 2, par 3 ou par moins 5. Donc deux ensembles qui n'ont rien à voir a priori, les vecteurs du plan ou les fonctions continues, on peut les regrouper sous la structure d'espace vectoriel. Un troisième exemple, et je vais vous laisser le faire en tant qu'entraînement, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus y' plus y égale 0. Donc déjà, je vais vous laisser juste en termes de révision du S1 quelques minutes pour retrouver cet ensemble des solutions. Et puis ensuite, je ferai le lien avec la notion d'espace vectoriel. Donc je rappelle en quelques mots l'idée. Vous écrivez l'équation caractéristique, vous la résolvez, et les solutions de l'équation caractéristique vous donnent les coefficients pour fabriquer les solutions de l'équation différentielle. Je vous laisse 2-3 minutes pour faire ça.
Alors, qui veut proposer à l'oral une solution, ou dans le chat, si quelqu'un veut faire. Problème de souris, encore, toujours. Personne. Trop long à écrire. Oui, bah, du coup, je vais le faire moi. Alors, bon, je vais le faire en texte parce que j'ai du mal avec. Donc, résolution de l'exemple 3. Donc ça, c'est des choses que l'on a vues au S1. Donc, on écrit d'abord l'équation caractéristique. C'est l'équation du second degré dans laquelle vous remplacez la fonction inconnue par 1, sa dérivée par une valeur inconnue R, et sa dérivée seconde par R carré. Donc l'équation caractéristique ici, Y seconde plus Y prime plus Y, ça donne l'équation du second degré, R carré plus R plus 1. Le discriminant de cette équation, B carré moins 4AC, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc les racines sont des nombres non réels, des racines complexes conjuguées, moins B, plus ou moins I racine de 3, le tout divisé par 2A. Voilà. Donc, l'équation différentielle a des solutions de la forme. Je vais passer un peu plus bas pour l'écrire. Y de x égale. Donc, on a trouvé l'équation caractéristique, on a trouvé ses racines. Il y a une partie réelle qui vaut moins 1,5. Ça vous fournit un coefficient dans une exponentielle que vous mettez en facteur devant votre ensemble de solutions. Et ensuite, A cosinus plus B sinus de la partie imaginaire des solutions fois x plus B sinus de racine de 3 fois x sur 2. Donc voilà tout ça. Donc ça, ce sont les solutions de l'exemple 3. Donc, premièrement, pourquoi on a fait ça? Parce que c'est une révision et vous devez tous savoir refaire ce genre de choses. Ça va nous servir tout au long du semestre en maths et aussi, par exemple, en mécanique. Deuxièmement, le lien avec ce chapitre sur les espaces vectoriels, c'est pour vous faire remarquer qu'ici, toutes les solutions, on sait les additionner. Si vous prenez une solution et que vous lui ajoutez une autre solution de l'équation différentielle, vous conservez les solutions. Si y seconde plus y prime plus y fait 0, si z seconde plus z prime plus z fait 0, eh bien y plus z va aussi vérifier l'équation différentielle. D'autre part, si vous avez une solution y et que vous la multipliez par une constante lambda, alors lambda y aura pour dérivée lambda y prime, pour dérivée seconde lambda y seconde, et donc on aura bien lambda y seconde plus lambda y prime plus lambda y qui fera 0. Donc si vous prenez deux solutions de l'équation différentielle, que vous les additionnez, c'est encore une solution. Si vous multipliez une solution de l'équation différentielle par une constante, c'est encore une solution. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que l'ensemble des solutions H est un espace vectoriel, puisqu'on sait définir la somme et le produit par une constante de ces solutions. Donc voilà pour ça. Deuxième chose, deuxième page. Ah mince, je ne voulais pas écrire par-dessus, alors je vais effacer tout ça. Voilà. Donc deuxième page.
Qu'est-ce qu'on appelle combinaison linéaire? Donc, c'est un vocabulaire que j'ai déjà dû utiliser. Les combinaisons linéaires de deux vecteurs, c'est une expression de la forme. Vous prenez un vecteur, vous multipliez par une constante, vous prenez le deuxième vecteur, vous multipliez par une autre constante, et puis vous additionnez le tout. Donc, c'est un mélange entre une somme et un produit par une constante. Ça, c'est juste une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Et je vous donne deux exemples de combinaisons linéaires. Premier exemple sur des vecteurs très simples. On se place dans R3. Donc R3, je rappelle que c'est l'espace à 3 dimensions, qu'il y a une base qu'on appelle base canonique, qui est constituée par les trois vecteurs qu'on note IJK, I de coordonnées 1, 0, 0, J de coordonnées 0, 1, 0 et K de coordonnées 0, 0, 1. Et bien, le vecteur U, un exemple au hasard comme ça de vecteur, le vecteur U de coordonnées 2, moins 3, 5, on peut l'écrire comme 2 fois le vecteur I, moins 3 fois le vecteur J, plus 5 fois le vecteur K. Donc on peut dire que U je vais l'écrire en plus petit, voilà. Donc U est une combinaison linéaire des trois vecteurs IJK. Ce qu'on a dit avant, c'est que quand vous avez un espace vectoriel, vous pouvez fabriquer toutes les combinaisons linéaires que vous voulez de ces éléments, ça reste des éléments de l'espace vectoriel. Donc ça, c'est un exemple complètement élémentaire, c'est les choses que vous avez l'habitude de manipuler, la notation des vecteurs avec des coordonnées ou par combinaison linéaire de trois vecteurs de base, des choses que vous avez l'habitude de manipuler depuis longtemps. Deuxième exemple, en fait, on va repartir de ce qu'on a fait avant. Les solutions de l'équation différentielle de la page précédente, donc l'équation y seconde plus y' plus y égale 0, ce sont les fonctions de la forme, ce qu'on avait écrit au-dessus, a exponentielle moins x sur 2 cosinus de racine de 3x sur 2, plus b exponentielle moins x sur 2 fois sinus de racine de 3x sur 2, avec a et b des constantes quelconques. On constate que ce sont des combinaisons linéaires des deux solutions que j'ai appelées y1 et y2. Pourquoi? Tout simplement parce que y de x, c'est a y1 plus b y2. Donc, toute solution de l'équation différentielle peut s'écrire comme combinaison linéaire. Toute solution de l'équation différentielle s'écrit comme combinaison linéaire de y1 et y2. CL pour combinaison linéaire. Donc, voilà pour cette deuxième page de vocabulaire. La suite logique, c'est de parler de base. On en a déjà un peu parlé. Je vais prendre l'exemple 1 pour commencer. Vous avez l'habitude d'entendre dire que IJK, c'est une base orthonormée de R3. C'est quoi? En fait, c'est trois vecteurs à partir desquels on peut reconstituer tous les autres. C'est ce qu'on appelle une base. Donc, je prends la définition plus complète maintenant que j'ai rappelé cet exemple connu. Une famille de vecteurs qui est telle que tout vecteur d'un espace s'écrive de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de cette famille, c'est une base de E. Pourquoi est-ce que IJK est une base de R3? Parce que tout vecteur de l'espace peut s'écrire comme combinaison linéaire de I, de J et de K. Tout vecteur de coordonnées x, y, on pourra l'écrire x fois i plus y fois j plus z fois k, d'une part, et d'autre part, parce que cette écriture est unique. Vous ne pourrez pas trouver deux combinaisons linéaires qui seront égales si elles n'ont pas les mêmes coefficients. Conséquence de l'exemple 2, y1 et y2, c'est une base de H. En fait, on l'a démontré déjà avant. Toute solution de l'équation différentielle y seconde plus y' plus y égale 0 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de y1 et de y2. C'est ce qu'on a montré dans la page d'avant. Et ça peut se faire de manière unique parce qu'il n'y a que une valeur possible pour a et b pour une fonction donnée. Troisième exemple, R crochet x. Ce qu'on note R crochet x, c'est écrit, c'est l'ensemble des polynômes réels. Donc, R crochet x, c'est l'ensemble des polynômes, par exemple 3x plus 4x carré, ou par exemple 5x cube plus 2x carré moins 3x plus 5.
Alors, une base de cet ensemble, eh ben, c'est l'ensemble constitué des vecteurs 1x, x carré, etc., xn. Pourquoi? Parce que tout polynôme peut s'écrire comme une combinaison linéaire d'un certain nombre d'éléments de cette base. Par définition, ce que je dis là, c'est quasiment une définition des polynômes. Un polynôme, ça sera par exemple 3x puissance 5 plus 2x puissance 4 plus 5x puissance 2. Cette décomposition, c'est justement une combinaison linéaire des vecteurs de la base. Deuxième petit exemple qui ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà fait, je vous laisse de nouveau le temps à chacun de faire les calculs. Trouver une base de l'ensemble des solutions de l'équation différentielle 2y secondes plus 2y' moins y égale 0. Donc je vous laisse de nouveau 2-3 minutes pour faire ce calcul. C'est comme tout à l'heure, vous écrivez l'équation caractéristique, vous la résolvez et vous en déduisez l'ensemble des solutions. Je coupe temporairement le partage d'écran. Je le remets juste après. Alors, je vais couper, remettre, et effectivement, je remettrai la page d'après. Mais j'ai un problème de tablette graphique, encore une fois, qu'il faut que j'initialise. Donc, voilà. Et je suis revenu sur la page d'avant. Alors, je vais reprendre, donc corriger cet exemple 4 de la même manière, donc rapidement. L'équation caractéristique 2r carré plus 2r moins 1 égale 0. Je remplace y par 1, y' par r, y seconde par r carré. Il y a un discriminant b carré moins 4ac. Donc, il fait 4 pour b carré, 2 au carré. Moins 4 fois 2 fois moins 1, ça fait plus 8. 4 plus 8, 12. Donc, les solutions de l'équation caractéristique sont R égale moins B moins 2, plus ou moins racine de 12, le tout sur 2. Sauf que racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, donc c'est 2 racines de 3. Et du coup, en divisant tout par 2, ça fait moins 1, plus ou moins, racine de 3. Donc, ah oui, c'est sur 4, oui. C'est sur 4, tout à fait.
sur 2 fois 2, donc moins 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Merci. Donc, les solutions sont de la forme, et je vais directement écrire la base. Ce que j'aurais pu écrire au semestre 1, c'était qu'on avait les solutions de la forme a exponentielle de moins 1 plus racine de 3, le tout sur 2 fois x, plus b fois moins 1 moins racine de 3, le tout sur 2 fois x. Là, je vais écrire ça un peu différemment. y1, ça sera la première exponentielle. Donc, moins 1 plus racine de 3 fois x sur 2. Et y2, c'est ceci. Donc, y, ça sera AY1 plus BY2. La base est formée des fonctions y1, y2. Voilà. Donc voilà, il n'y a à la fois rien de neuf dans la résolution d'équations différentielles. Je redis que ça, c'est une révision de S1. Et une manière de présenter les résultats légèrement différente. Au lieu de dire qu'on a des solutions de la forme a fois une première fonction plus b fois une deuxième fonction, donc combinaison linéaire de ces deux fonctions, on peut dire que les deux fonctions que j'ai définies, y1, y2, forment une base. Ça revient exactement au même. Ça revient à dire que toutes les solutions sont des combinaisons linéaires de ces deux solutions particulières. Voilà. Et du coup, ça nous permet de définir la dimension d'un espace vectoriel, puisque ce qu'on va appeler dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments de l'une de ces bases. Puis on peut montrer qu'en fait, ça ne dépend pas des bases, que toutes les bases auront toujours le même nombre d'éléments pour un espace vectoriel donné. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un espace vectoriel qui a une base avec deux éléments, vous pouvez décrire tous les éléments à partir de ces deux-là, vous avez un espace de dimension 2. Si vous avez un espace vectoriel qui a une base de dimension 3, par exemple l'espace tout à l'heure dont on a parlé, les vecteurs de l'espace, eh bien, vous avez 3 vecteurs de base IJK, vous allez dire que la dimension de l'espace est de 3. Je pense que le vocabulaire ne vous surprend pas quand on parle du plan ou de l'espace. La nouveauté, c'est que le même vocabulaire, c'est ça qui est intéressant en maths, c'est d'arriver à généraliser des notions d'un contexte à un autre. Le même vocabulaire qui vous aurait fait dire depuis déjà des années que le plan, c'est de dimension 2 et que l'espace, c'est de dimension 3, puis qu'éventuellement un espace-temps sera de dimension 4 ou autre. Le même vocabulaire peut s'appliquer à l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire du second ordre et sans second membre, qui va toujours être de dimension 2, parce que déjà au semestre 1, on avait bien vu que quand on résolvait une telle équation différentielle, on faisait apparaître deux constantes et qu'on choisissait librement. Le troisième exemple, R crochet X, c'est l'ensemble des polynômes, c'est de dimension infinie. Parce que là, pour le coup, la base qu'on a citée tout à l'heure, elle ne s'arrête pas. Dans l'espace des polynômes, il y a les polynômes de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré 4, puis ça ne s'arrête jamais. Donc on a besoin d'une infinité de vecteurs pour reconstituer un polynôme quelconque. Par contre, nouvelle introduction d'un vocabulaire, ce qu'on note R indice n crochet x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, ça c'est dimension n plus 1. Pourquoi cette petite différence? Parce que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, je vais prendre un exemple que je vais écrire, R2 crochet x, tout polynôme s'écrit de manière unique, et ça vous le savez depuis longtemps, ax carré plus bx plus c. Donc on a la base formée de 1x et x carré, qui a 3 éléments, l'espace vectoriel est de dimension 3. Voilà, tout simplement. Donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n
on a besoin en fait d'un élément de plus pour les décrire, parce qu'il y a la question de la constante. Voilà. Et donc, je redis que ce qu'on vient de voir là, ça ne vous apprend rien sur les objets qu'on a étudiés, ni le plan, ni l'espace, ni les polynômes, ni les équations différentielles, vous n'avez appris de choses avec ce que je viens de dire. Par contre, ça met dans sous le même formalisme mathématique des objets qui ne se ressemblent pas a priori. Si vous n'aviez jamais fait d'algèbre linéaire, vous n'aviez jamais suivi ce genre de cours l'année dernière ou ailleurs, et que je vous avais dit il y a 10 minutes que l'espace et les solutions, le plan plutôt, et les solutions d'une équation différentielle, c'est la même chose, vous n'auriez pas forcément compris. Alors que là, vous comprenez, j'espère, que le point commun entre l'exemple 1 et l'exemple 2, c'est que pour décrire un vecteur du plan ou pour décrire des solutions d'une équation différentielle, linéaire, du second ordre, sans second membre, on a besoin à chaque fois simplement de deux éléments de base, d'une base. Ça peut être le vecteur IJ dans le plan, ça peut être nos solutions Y1 et Y2 pour une équation différentielle, et ensuite de s'autoriser toutes les combinaisons linéaires à partir de là. Je continue avec les structures. Ce que je suis en train de faire là, ceux qui l'année dernière ont fait une première année de licence ou une classe préparatoire ailleurs, vous constatez que ce que je suis en train de faire là, on a commencé il y a une petite demi-heure, ça peut occuper facilement une semaine complète de cours. Donc là, je suis en train de faire un panorama assez rapide et on va passer à des choses plus simples à faire et plus concrètes juste après quand on parlera de matrices. Mais bon, le programme de mesure physique est comme ça et on pourra approfondir un petit peu ces notions pour ceux qui le souhaiteront l'année prochaine en module complémentaire. Donc, point suivant, une application linéaire, c'est quoi? Une application linéaire, c'est une application qui conserve la structure d'espace vectoriel, c'est-à-dire qu'une fonction entre deux espaces vectoriels, une application entre deux espaces vectoriels est linéaire, si l'image de toute combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images. En clair, si quand vous prenez l'image par f de la combinaison lambda u plus mu v, vous trouvez lambda f de u plus mu f de v. Dit comme ça vous semble probablement très abstrait, et c'est normal, parce qu'il s'agit de mettre justement un niveau d'abstraction sur des choses que vous connaissez très bien depuis longtemps. C'est les 4 exemples dont je vais parler là, puis il y en aurait plein d'autres. Bon, d'abord, faire remarquer que l'identité est toujours linéaire. Parce que si f, c'est l'application qui dit que f de x est x, que f d'un vecteur, c'est le même vecteur, ben effectivement, f de lambda u plus mu v, c'est lambda u plus mu v, donc c'est lambda f de u plus mu f de v, il n'y a rien à dire. L'exemple 2, quand on se rappelle de ce que vous avez pu faire il y a longtemps en géométrie, si vous prenez une rotation plane, de l'espace, ça serait pareil, mais je vais prendre une rotation plane, vous pouvez dire que vous pouvez additionner deux vecteurs et faire tourner le résultat. Ça sera la même chose que si vous faites tourner vos deux vecteurs et puis que vous additionnez leurs images ensuite. En fait, c'est juste ça que dit la définition. La rotation d'une somme de vecteurs, c'est la même chose que si on fait d'abord la rotation des vecteurs et qu'on les additionne ensuite. Multiplier un vecteur puis le faire tourner, ou faire d'abord tourner le vecteur puis le multiplier, ça donne la même chose. Troisième exemple, la dérivation. Vous connaissez très bien ce résultat. AP plus, on va écrire ça, oui, AF plus BG prime. Si A et B sont des constantes et que F et G sont des fonctions, c'est AF prime plus BG prime. Si F et G sont des polynômes, des fonctions, et A et B constantes. Ce que je viens d'écrire en rouge, c'est une explication de pourquoi dans l'exemple 3, la dérivation, c'est bien une application linéaire. L'application qui a un polynôme associé son polynôme dérivé, eh bien, ça vérifie la propriété que je viens de réécrire en rouge, qui est en fait la même que celle qui était dans l'encadré définissant ce que c'est qu'une application linéaire. De la même manière, l'application qui a une fonction continue associe son intégrale entre 0 et 1, c'est linéaire, car l'intégrale de 0 à 1 de AF
plus BG, c'est bien A fois l'intégrale de F plus B fois l'intégrale de G. Oui, l'identité, c'est ça. L'identité, je peux le réécrire aussi. C'est l'application qui ne fait rien, en fait. L'application qui a un élément associé lui-même. Et donc, l'exemple 4, hein, la formule que j'ai écrite, bon, il faut arriver à comprendre que int, c'est le symbole pour l'intégrale. L'intégrale entre 0 et 1 de AF plus BG, c'est A fois l'intégrale de 0 à 1 de F plus B fois l'intégrale de 0 à 1 de G. C'est une propriété que vous utilisez depuis que vous avez entendu parler d'intégrale l'an dernier. La propriété sur les dérivés que j'ai écrite au-dessus, donc je l'ai écrite au-dessus de l'exemple 3, qui correspond à l'exemple 3, c'est une propriété que vous avez vue sur les dérivations en première, quand on vous a parlé pour la première fois de dérivés. Donc cette notion d'application linéaire, ça généralise d'un vocabulaire et des propriétés que vous aviez déjà croisées dans des contextes différents, géométriques, dérivation, intégration. Je vais passer à la page suivante. Et donc maintenant, je vais, donc ce qu'on a fait avant, c'était un peu la partie abstraite du chapitre. Maintenant, on va rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes, les matrices. Parce que c'est quoi une matrice? Pour le faire simple, c'est un tableau de nombres. Donc vous avez 2 exemples déjà en bas de la page, 3 exemples en bas de la page. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes, et on met des nombres dans chacun des coefficients associés. On s'intéressera surtout à 2 cas particuliers, c'est les matrices carrées, celles qui ont autant de lignes que de colonnes, et qu'on notera l'ensemble des matrices carrées de taille n, on va les noter Mn de R. Donc vous avez en bas 3 exemples d'éléments de M3 de R, des matrices avec 3 lignes et 3 colonnes. Et puis on appellera matrice colonne, ou plus simplement vecteur, une matrice avec n lignes et une colonne. Je vais tenter d'écrire un exemple, ça passe toujours pas, je ne vais pas y arriver. Non, je n'arrive pas à faire marcher ma tablette. Donc, il n'y aura pas plus d'exemples que ça. Et puis ensuite, donc, on va définir sur ces matrices des opérations d'addition, ça va être facile, et des opérations de multiplication sur le tableau d'après. Alors, addition de matrices, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut additionner 2 matrices uniquement si elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc c'est facile, si elles ont exactement la même forme. Et dans ce cas, l'addition des matrices, c'est tout simplement l'addition des termes qui se correspondent. Donc vous faites première ligne, première colonne, il y a un 1 et un 0 sur les 2 matrices de départ. La somme, il y a 1 plus 0, ça fait 1. Prenez deuxième colonne, première ligne. Il y a un 2 sur la première matrice et un 1 sur la deuxième matrice. 2 plus 1, ça fait 3. Vous rangez un 3 dans votre matrice somme. Pareil, moins 1 plus 3, ça fait 2 pour compléter la première ligne. On passe sur la deuxième ligne. Le premier coefficient, ça fera 2 moins 2 qui fait 0. Deuxième coefficient, 0 plus 1 qui fait 1. 4 plus 2, moins 2 qui fait plus 2. Et ainsi de suite. Pour la troisième ligne. Pas grand-chose à dire sur l'opération d'addition. Un peu plus compliqué, l'opération de multiplication. Alors, on peut multiplier la matrice M par la matrice N. On peut multiplier 2 matrices si le nombre de colonnes d'une première matrice est égal au nombre de lignes d'une deuxième matrice. Et là, non, j'ai vraiment un problème. Il va falloir que je referme. Donc, je vais de nouveau vous laisser 1 minute ou 2. J'essaie de fermer Zoom et de revenir. Parce qu'il faut absolument que ma tablette fonctionne si je veux expliquer les choses correctement à ce stade-là. Donc, je ferme le partage temporairement.
Et ça m'a l'air bon. Alors... Voilà. Donc, je vais prendre un exemple avec des matrices de taille 2,2. Si je multiplie la matrice M, qui vaut 1, moins 1, 2, 3. Et la matrice N, qui vaut 1 et moins 4. Donc, je voudrais vous expliquer comment on multiplie deux matrices. Je prends une première matrice M avec 2 lignes et 2 colonnes, et une deuxième matrice N avec 2 lignes et 1 colonne. Donc, comment est-ce qu'on peut multiplier ces matrices? Donc déjà, on peut les multiplier parce que le nombre de colonnes de la première matrice, il y a 2 colonnes, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. La matrice verticale moins 1, moins 4, elle a 2 lignes. Alors la matrice Mn, le produit des deux, aura autant de lignes que M et de colonnes que M. Donc il y aura combien de lignes? Il y en aura 2, puisque la matrice M a 2 lignes. Et il y aura combien de colonnes? Il y en aura 1, puisque la matrice N a 1 colonne. Et pour obtenir le coefficient du produit sur une ligne et une colonne donnée, on va faire à chaque fois un produit scalaire d'une ligne de M par une colonne de N. Si c'est très abstrait expliqué comme ça, ça va être beaucoup plus simple à visualiser si vous représentez les produits de cette manière. Donc, je veux multiplier la matrice 1, moins 1, 2, 3 par la matrice moins 1, moins 4. Je présente le produit en mettant la matrice M à gauche, la matrice N en haut, et la matrice produit à la fois à droite et en bas du résultat. Comment on obtient le premier coefficient de cette matrice produit? Ce coefficient-là, ici, qui se trouve sur la première ligne, première colonne du résultat. Vous allez faire le produit scalaire de la première ligne de M, donc le vecteur 1, moins 1, par le vecteur de la première colonne de N, 1, moins 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 fois 1, plus, moins 1, fois moins 4. Je vais l'écrire. Donc 1 fois 1, plus, moins 1, fois moins 4. Je ferai le résultat après. Comment est-ce qu'on obtient le coefficient sur la deuxième ligne, première colonne du résultat? On va faire le produit scalaire du vecteur 2, 3 par le vecteur 1, moins 4. 2 fois 1, plus 3 fois moins 4. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Je vais écrire ça tout à droite. On va obtenir la matrice Mn égale 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 4, ça fait 5. Et 2 fois 1 plus 3 fois moins 4, ça fait 2 moins 12, ça fait moins 10. Et voilà le produit de vos deux matrices. Cas particulier, si vous avez deux matrices carrées de taille n, et le produit sera aussi une matrice carrée de taille n, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, on n'aura que ces cas-là quasiment. Et le cas particulier, qui est ce qu'on vient de traiter, si vous avez une matrice avec 2 lignes de colonnes
et un vecteur avec 2 lignes, c'est le cas qu'on vient de traiter, plus généralement une matrice avec n lignes, n colonnes, et un vecteur avec n lignes et une colonne, alors le produit m fois x, ce sera un nouveau vecteur colonne avec le même nombre de lignes que x. Je vais vous laisser, vous avez le résultat, mais je vais vous laisser le faire en brouillon proprement. 2 calculs, 2 matrices, donc je vous laisse 5 minutes, 5 bonnes minutes, pour traiter ces 2 exemples. Je vous conseille, pour trouver le résultat, donc bien sûr pour l'instant vous ne regardez pas le résultat, vous vérifierez à la fin, de présenter votre calcul comme ça. Vous voulez multiplier la matrice 1, 2, moins 1, 2, 0, 4, 1, moins 1, 0, par la matrice 0, 1, 3, moins 2, 1, moins 2, et 0, 0, 1. Donc, je vous conseille de présenter le résultat comme ça. Et il ne vous reste plus qu'à faire, plus que, entre guillemets, 9 produits scalaires pour trouver les 9 coefficients de la matrice résultat, dont les valeurs sont indiquées à droite. On vous laisse 5 minutes pour faire cet exemple et l'exemple 2.
Bon, s'il n'y a un pas encore, j'attends encore 1 ou 2 minutes. Puis bon, vous avez l'exemple 2 si vous avez fini le 1. Et puis si vous avez fini les deux, tant mieux pour vous. Et puis vous pouvez vous poser quelques instants. Donc j'attends encore pas longtemps. À 35, je vais reprendre, corriger le 1. Voilà, donc bon, il est 35, je vais corriger au moins quelques calculs de coefficients. Alors, donc j'ai une matrice au départ qui a 3 lignes, 3 colonnes, que je multiplie par une matrice qui a 3 lignes, 3 colonnes. Donc le résultat, c'est facile, ça aura 3 lignes, 3 colonnes. Donc 9 coefficients à calculer. Et ben, je les fais un par un. Le coefficient qui est à l'intersection de la ligne 1, colonne 1, on va faire le produit scalaire du vecteur 1, 2, moins 1 par le vecteur 0, moins 2, 0. Donc ça fera 1 fois 0, plus 2 fois moins 2, plus moins 1 fois 0, autrement dit, moins 4. Coefficient d'après, le vecteur 1, 2, moins 1 toujours sur la première ligne, par le vecteur 1, 1, 0 sur la deuxième colonne. Donc on fera 1 fois 1, plus 2 fois 1, plus moins 1 fois 0, ça fera 3. Première ligne, troisième colonne, 1, 2, moins 1 fois 3, moins 2, 1. Donc on aura 1 fois 3, ça fera 3, plus 2 fois moins 2, ça fera 3, moins 4, moins 1, plus moins 1 fois moins 1, moins 2. Je ne vais pas tous les détailler, c'est toujours la même méthode. Vous vous retrouvez comme ça avec successivement 9 coefficients, le résultat ayant déjà été donné dès le départ. Donc une fois que vous avez fait ça 2-3 fois, que vous avez compris le principe, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste un peu fastidieux de multiplier des matrices, parce que ça fait beaucoup plus de calculs qu'une addition de matrices. Même chose sur l'exemple 2, donc je ne vais pas tous les faire, mais je vais faire le premier coefficient, donc c'est le même principe. La matrice, vous l'écrivez en ligne. La deuxième matrice n, vous l'écrivez en colonne. Et vous retrouvez comme coefficient le produit scalaire, première ligne par colonne, ou deuxième ligne par colonne, ou troisième ligne par colonne, ce qui va donner, donc pour le premier coefficient, 1 fois 1, plus moins 2 fois 2, donc 1, moins 4, moins 1, ça fera donc moins 4. Le deuxième, on aura 2, 0, 4 fois 1, moins 2, 1, donc ça fera 2 fois 1, 2, plus 0 fois moins 2, 0, plus 4 fois 1, 4, 2 plus 4, 6. Et le troisième coefficient de la même manière, 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 2, ce qui fait 2, plus 0 fois moins 1, 1 plus 2, 3. Et voilà le produit. Donc voilà comment on peut calculer des produits de matrices. Je passe au tableau suivant, la page suivante. Juste pour donner un nom à deux matrices particulières, donc la matrice nulle, c'est facile, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.
Alors, quand je dis ça, en fait, ça ne veut rien dire parce que la matrice nulle, il n'y a pas une matrice nulle. Il y en a autant que de formes de matrices, mais en général, il n'y a pas trop d'ambiguïté dans un exercice donné. On va travailler que avec des matrices 3-3 dans un certain exercice ou que avec des matrices 4-4 dans un autre exercice. Donc, il n'y aura pas trop de risque de doute. Si vous avez un doute, vous notez en indice la taille de la matrice. Donc, 0 indice n, ça veut dire la matrice. Par exemple, je vais écrire 0 indice 2. La matrice nulle de taille 2, rien à voir avec l'oxygène, ça sera la matrice avec des zéros partout sur la première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne. Donc voilà. La matrice identité, alors on verra justement, je vais expliquer justement un petit peu après pourquoi elle s'appelle matrice identité. Il y a un lien évidemment avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'application identité. C'est la matrice avec des 1 sur la diagonale principale. Quand on parle de diagonale, éventuellement on peut préciser par diagonale principale, c'est toujours celle qui part de en haut à gauche et qui descend jusqu'à en bas à droite. L'autre diagonale, on l'utilise beaucoup moins souvent, et si on veut la désigner, on va dire justement l'autre diagonale ou la contre-diagonale éventuellement. Et donc, quand on dit la diagonale, c'est toujours celle qui, sur cette matrice-là, est remplie de 1, puis on met des zéros ailleurs. Donc cette matrice, elle s'appelle I3, s'il y a 3 lignes, 3 colonnes. S'il y avait 5 lignes, 5 colonnes, ça serait I5. Et s'il y avait pas d'ambiguïté sur la taille des matrices dans un exercice donné, on l'appelle I. Et ce que vous pouvez vérifier, donc ça, je ne vais pas le faire là, mais vous pouvez le faire comme exercice, c'est de prendre sur un exemple, à vérifier sur un exemple, vous prenez une matrice A de taille 3,3 par exemple quelconque, vous la multipliez par I3 et vous allez voir que, vu la manière de faire les calculs, vous allez conserver exactement les mêmes coefficients. C'est-à-dire que multiplier une matrice quelconque par la matrice identité, que l'on multiplie I fois A ou A fois I, ça vous donnera la même chose et ça vous donnera la matrice A de départ. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était écrit mais j'ai oublié de prononcer la phrase, je reviens rapidement sur la page d'avant. Attention, en général, le produit de matrice, il ne se fait pas dans n'importe quel ordre. On dit que la multiplication n'est pas commutative. M fois n, ça ne sera pas la même chose que n fois m en général. Ça peut arriver, mais ça ne sera pas le cas général. Pourquoi? Déjà, ça peut se produire que m fois n, on puisse le calculer et pas n fois m, pour des questions de nombre de lignes et de colonnes qui ne correspondraient pas. Ça peut arriver qu'on puisse calculer les deux et que les résultats soient des matrices de taille différente. Donc, elles ne sont pas égales non plus. Ça peut arriver, je pense que c'est le cas si vous prenez les deux matrices de l'exemple 1, que si vous les multipliez dans un sens différent, les matrices 3,3 de l'exemple 1, vous obtiendrez bien une matrice 3,3 à l'arrivée, mais qui ne sera pas la même que dans l'exemple 1. Si vous inversez l'ordre des facteurs dans l'exemple 1, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Par contre, dans le cas de l'identité, là ça marche. L'identité, qu'on multiplie à gauche ou à droite, on obtient la même chose à la fin. Et on obtient la matrice par laquelle on la multiplie. Donc voilà. Alors, je ne vais pas détailler cet exemple. Oui, vous prenez les matrices comme elles vous sont données. Vous allez, de toute façon, vous allez voir dans un exercice donné, vous pouvez ouvrir la feuille de TD si vous l'avez à côté de vous. Il y aura de toute façon que des matrices de taille 2,2 ou 3,3. Vous inquiétez pas, on va très rarement travailler avec des matrices de taille plus grande. On va très rarement travailler avec des matrices rectangulaires qui ne sont pas carrées. Et donc, il n'y aura pas de doute. Si dans un exercice, il n'y a que des matrices de taille 2,2, vous aurez l'identité qui sera taille 2,2 et ainsi de suite. Les matrices, elles vous seront données dans les énoncés, de toute façon. Alors, un petit paragraphe maintenant, deux petits tableaux que je ne vais pas détailler du tout parce qu'on n'a pas trop de temps. Ce pas les points les plus faciles à expliquer, donc à distance et avec moins d'heures qu'on ne devrait en avoir, ça ne va pas être possible.
Je vous donne juste de très loin une illustration de à quoi peuvent servir les matrices en optique. En optique, vous avez commencé à faire ça, vous avez des systèmes optiques constitués de différents éléments. Il peut y avoir des lentilles, il peut y avoir des miroirs, il peut y avoir des espaces vides entre justement deux lentilles ou une lentille et un miroir ou autre. Et on aimerait savoir en général ce que devient un rayon qui rentre dans le système optique, comment il ressort. On peut décrire la manière dont le rayon arrive par sa hauteur d'arrivée dans le système et puis par son angle d'entrée. Un rayon, il peut arriver sur l'axe optique sans angle, ou il peut arriver à un angle de 10 degrés, ou il peut taper sur l'entrée de votre système en dessous ou en dessus de l'axe optique, et puis vous voulez savoir comment il ressort. Une application des matrices, ça peut être de trouver une manière très simple de décrire pour chaque composant d'un système comment vous transformez votre hauteur et angle d'entrée en une hauteur et un angle de sortie. Et ensuite, la règle de base qui fait que les matrices vont être intéressantes dans ce contexte, c'est quand vous composez un système avec plusieurs composants, et bien les matrices de chaque composant, si vous les multipliez entre elles, ça vous donne la matrice du système complet. Donc il y a une manière, d'un point de vue description, qui est très facile. Si vous avez des composants, dont vous avez pour tous les composants des modélisations par des matrices, donc je vous ai donné 4 exemples ici, on ne va pas le démontrer, mais vous pouvez faire ça comme exercice d'entraînement très simple d'optique. Un espace vide, un miroir plan, un miroir sphérique, une lentille, ça va transformer un couple qui correspond à une hauteur et un angle par multiplication en hauteur et angle de sortie. Et si vous composez un système optique avec, par exemple, un miroir suivi d'un espace vide suivi d'une lentille, et bien vous prenez le produit de ces 3 matrices, ça va vous décrire comment se comporte le système. Donc pour un assemblage de composants, on fait simplement un produit de matrices. Donc le but, ce n'est pas que vous sachiez le faire. Il y a un exemple dans le TD, je pense qu'on n'aura pas le temps cette année de le traiter non plus en TD, mais par contre, c'est des situations où puis vous n'aurez pas besoin de cette modélisation cette année en optique, mais par contre, voilà, plus tard, vous pourrez retrouver ça si vous faites de l'optique plus tard en école d'ingénieur ou en licence master. Vous risquez de retrouver des matrices pour décrire le fonctionnement d'un système optique. Deuxième exemple. On a parlé déjà de moment d'inertie. Alors, c'est peut-être pas encore une notion complètement claire pour tout le monde, malheureusement, mais ça va venir. Le moment d'inertie d'un système par rapport à l'axe X, par exemple. C'est l'occasion de rappeler ce que c'est. X, c'est-à-dire I par rapport à OX. Là, je vais rappeler la formule qu'on a vue dans le chapitre précédent sur les intégrales multiples. C'est quoi le moment d'inertie par rapport à l'axe OX d'un objet? Ça sera, si l'objet est en 3 dimensions, l'intégrale triple sur l'objet. De la distance au carré d'un point M à l'axe fois la masse volumique fois l'élément de volume. D3V, c'est peut-être pas très lisible, c'est D cube V pour dire qu'il y a un élément de volume avec 3 coordonnées. Un peu mieux comme ça. Désolé, mais je ne sais pas ce qui se passe avec ma tablette. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je ne sais pas comment la faire, la rendre plus pratique à utiliser. Bon. Donc cette formule-là, vous l'avez vue dans le cours précédent, dans le chapitre précédent. On a dit que si on travaille en coordonnées cartésiennes, l'élément de volume, c'est dx, dy, dz. La masse volumique, 0. Et ça sera quoi la distance au carré
d'un point M à l'axe OX. Là, je laisse chacun réfléchir. C'est un exercice qui n'est pas compliqué. Vous avez un point M de coordonnées XY, XYZ. La distance du point M à l'axe des abscisses, la distance au carré, est-ce que vous pouvez la donner? Je vous laisse 1 minute de réflexion à chacun. Distance d'un point à l'axe des abscisses. Comment on la calcule? Non, non, il n'y a pas de norme de matrice, c'est beaucoup plus simple. Faites un petit dessin éventuellement dans l'espace, je vais le faire en haut de la page. Si j'arrive à faire des traits droits, ce qui n'est pas gagné. Alors, ce qu'a écrit Yann, la distance de... C'est bien la distance de M, mais pas à l'axe X. C'est la distance à quoi? Qu'a écrit Yann? Voilà, c'est la distance de M au point O, à l'origine. Si je représente comme ça en repère, votre point M de coordonnées x, y, z, la distance à OX, est-ce qu'elle va dépendre de x? Voilà, c'est racine de y2 plus z2. Ça ne va pas dépendre de x parce que votre point M, si vous changez sa coordonnée x, vous le déplacez de manière parallèle à l'axe OX, ça ne va pas changer la distance. Par contre, ça va dépendre des coordonnées y et z. Donc, si je réécris la formule, racine de y2 plus z2. Donc, le moment d'inertie, ça serait l'intégrale de x2 plus 2, y2 plus z2, comme ceci. Donc ça, c'était un rappel. Un rappel et occasion de revoir cette formule, qui est une formule importante, parce qu'on va la retrouver dans le TD que vous êtes en train de faire en maths, et puis dans les TP de mécanique, évidemment aussi. Alors, ce que j'explique là maintenant, c'est pourquoi est-ce que les moments d'inertie par rapport à 3 axes, ça ne suffit pas toujours. C'est que vous allez voir que cette année, ce qu'on va faire, c'est toujours choisir des axes qui seront reliés aux éléments de symétrie de l'objet. C'est-à-dire clairement, si votre objet c'est un cylindre, ce qu'on va considérer, c'est un moment d'inertie par rapport à l'axe principal du cylindre ou à un plan perpendiculaire à l'axe principal du cylindre. Si votre objet c'est un cube, on va choisir de travailler dans un repère dont les arêtes du cube forment un repère. On n'a pas toujours le choix. Et donc, des fois en mécanique, on a un objet qui n'est pas forcément bien symétrique déjà, ou même s'il est symétrique, qui n'est pas représenté de manière très, très adaptée dans le repère qui est par ailleurs imposé. Pour parler clairement, votre cylindre, peut-être qu'il va être présenté de biais par rapport à un repère x, y, z qui serait fixé d'avance. Dans ce cas, en plus des moments d'inertie, dont on vient de rappeler la formule, on introduit aussi 3 nombres qui sont des produits d'inertie. Au lieu d'avoir y carré plus z carré, ou d'avoir x carré plus y carré, ou d'avoir x carré plus z carré, on a des produits comme ça,
x fois y, ou y fois z, ou x fois z qu'on intègre. Eh bien, il se trouve que la matrice qu'on fabrique avec ça, pourquoi je parle de matrice? Parce que j'ai expliqué comment calculer 6 nombres, mais en fait 9, parce que si vous inversez le rôle de x et y dans le produit xy ou yx, c'est pareil, donc vous avez 2 fois le même nombre. La matrice qui est formée par les coefficients où on met sur la diagonale le moment d'inertie et en dehors, en dessous, en dessous de la diagonale, elle va en quelque sorte représenter, donner une idée de ce qui va constituer la forme ou les éléments principaux de l'objet. Un axe de symétrie ou un axe prioritaire par lequel il y aurait une rotation facilitée. Voilà. J'en dis pas plus que ça, mais c'est un deuxième contexte. C'est comme le chapitre précédent, le transparent précédent. C'est plus juste une histoire de vous donner sur comme ça 2 exemples, des situations de physique où vous pourrez trouver des matrices dans la suite de vos études. Page suivante. Ça, c'est un exemple, je ne vais pas en parler du tout là, c'est un exemple que je développe en détail en 2e année pour ceux qui feront le module complémentaire de maths. Il s'agit de voir comment, à partir d'une matrice, donc de l'étude d'une matrice, dont les coefficients sont reliés à des masses ou à des constantes de raideur de ressort. Donc l'idée, c'est qu'on attache 3 masses par 2 ressorts. Donc il y a une masse M1, une masse M2, une masse M3. M1 et M2 sont reliés par un premier ressort, M2 et M3 sont reliés par un deuxième ressort. Et on veut étudier les mouvements d'oscillation possibles de ce système. Eh bien, on verra, pour ceux qui feront ce module complémentaire, que la matrice que j'ai écrite ici, j'expliquerai pourquoi elle apparaît, permet de décrire le mouvement et de constater qu'on peut avoir des phénomènes d'oscillation, dont on sait calculer les fréquences d'oscillation en fonction de la masse et des constantes de raideur, des masses et des constantes de raideur. Voilà. Donc ça permet de résumer en une seule équation, en une seule égalité, un phénomène qui est décrit au départ plusieurs objets. Vous avez 3 objets, 3 masses. Vous pouvez par une seule matrice représenter l'ensemble d'un phénomène d'oscillation. Donc voilà pour des exemples de vous disant, vous verrez par la suite des matrices dans plusieurs contextes de physique et de mécanique. Je reviens à la notion à la fois d'application linéaire et de matrice, parce qu'on va relier les deux. Si f est une application linéaire, donc on a dit ce que c'était, une application qui va conserver les combinaisons linéaires, l'image d'une somme de vecteurs, ça sera la somme des images, l'image d'une constante fois un vecteur, ça sera une constante fois l'image du vecteur. Donc, une application linéaire qui va d'un espace de dimension 3 dans un espace de dimension 3, si on appelle IJK une base de cet espace, alors on définit, définition, la matrice de F dans la base IJK comme la matrice dont les colonnes sont constituées des images des vecteurs de la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez la matrice identité, l'application identité. L'identité, f de i, c'est quoi? L'application identité, si vous l'appliquez au vecteur i, par définition, elle va laisser le vecteur i. Id de j, ça va vous laisser le vecteur j. Id de k, ça va vous laisser le vecteur k. Qu'est-ce que c'est que la matrice de l'identité? C'est la matrice où vous mettez dans chaque colonne les coefficients de l'image des vecteurs IJK. Première colonne, vous allez mettre les coefficients de l'image de i. Mais c'est quoi l'image de i? C'est i plus 0 fois j plus 0 fois k. Donc voici la première colonne de la matrice de l'application identité. Deuxième colonne, vous allez mettre l'image de j. C'est quoi l'image de j? C'est 0 fois i plus 1 fois j plus 0 fois k. Zéro, 1, 0. C'est quoi l'image de k? C'est k, donc c'est 0 fois i plus 0 fois j plus 1 fois k. Et j'ai fabriqué comme ça
la matrice de l'application identité. Je constate que c'est la matrice identité qu'on avait définie comme ça précédemment. J'avais défini ce que c'était que l'application identité. J'avais une question dans le chat. Donc, c'est l'application qui a un élément associé lui-même. J'ai défini la matrice identité comme la matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. J'ai défini ce que c'est que la matrice d'une application linéaire de manière générale. Ben là, on vient de constater que la matrice de l'application identité, c'est la matrice identité. Ça prouve juste que j'ai bien choisi, enfin pas moi, mais que les mathématiciens ont choisi un vocabulaire cohérent. La symétrie d'axo X, vous savez la décrire. La symétrie d'axo X, vous prenez un point de coordonnées X, Y, Z, et vous me donnez son symétrique par rapport à l'axo X. M a pour coordonnées X, Y, Z. Quelle sera l'image par la symétrie du point M? Si c'est une symétrie d'axe OX, comment on va transformer le point M qui saurait trouver l'image de M? Donc, sans matrice, déjà. Symétrie d'axe OX, vous allez garder X et prendre l'opposé pour Y et Z. Donc ça, c'est la réponse de Paul ou de Martin, et puis de Idriss avec la correction. Ça, c'est un raisonnement de géométrie élémentaire, si vous vous rappelez simplement ce que c'est qu'une symétrie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la matrice de cette symétrie? Vous allez mettre sur la première colonne l'image du vecteur, du point 1, 0, 0. Bah, l'image de 1, 0, 0, c'est 1, 0, 0. Ça vous forme la première colonne. L'image de 0, 1, 0, après ce qu'on vient de dire, ça fera 0, moins 1, 0. Ça vous fait la deuxième colonne. Et l'image du troisième vecteur, ça vous fera donc l'image de 0, 0, 1. Je parle des trois vecteurs de la base canonique, 0, enfin IJK, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Le premier est transformé en lui-même, et les deux autres sont changés à leurs opposés. Donc ça vous fournit une matrice de cette manière. Ce qu'a dit Hugo, par contre, c'est vrai, c'est qu'une fois qu'on a la matrice, on peut dire que l'image d'un point par la symétrie, elle s'obtient en faisant le produit de la matrice par les coordonnées du point. Si vous voulez l'image d'un vecteur d'un point x, y, z quelconque, vous multipliez la matrice que je viens d'écrire, qui était écrite dans le cours, par le vecteur x, y, z, et vous retrouvez en faisant le calcul le résultat x moins y moins z. Autrement dit, représenter une application linéaire par une matrice, ça permet de transformer un problème de trouver l'image d'un élément par l'application en faire la multiplication des coordonnées de l'élément par la matrice de l'application, et ça vous décrit le phénomène. Question suivante, enfin point suivant, l'inverse. Qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une matrice? Alors, vous savez ce que c'est que l'inverse d'un nombre? Un nombre x est inversible s'il existe un autre nombre qu'on peut appeler y, tel que x fois y est égal à 1. Et dans ce cas, on dit que y, c'est 1 sur x. Ce que je dis là, c'est juste des évidences depuis l'école primaire. L'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand on multiplie les deux, le résultat donne 1. Cette définition un petit peu tournée, plutôt que de parler de 1 sur x, on dit que l'inverse de x est un nombre y tel que x fois y donne 1. Ça permet de généraliser cette notion d'inverse aux matrices. Qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une matrice? Qu'est-ce que c'est déjà qu'une matrice inversible? Une matrice est inversible. Ah oui, très bonne remarque, c'est que pour des matrices carrées.
pouvez le rajouter effectivement. Matrice carré seul. Donc, une matrice est inversible s'il en existe une autre telle que le produit des deux donne non pas 1, parce que 1 c'est un nombre, mais ce qui joue le rôle du nombre 1 quand on a des matrices de taille plus grande, c'est-à-dire la matrice identité. Et si c'est le cas, eh ben, on va noter cette matrice n, non pas 1 sur m, on n'utilise pas cette notation pour les matrices, mais m exposant moins 1, comme une notation d'inverse. Et bien entendu, ben on retrouve le fait que m fois m puissance moins 1, ça fait i. Ça, c'est la définition, puisque mn fait i et que n, c'est m puissance moins 1. Et que le produit est aussi vérifié dans l'autre sens. m moins 1 fois m, ça fait i. Alors, quelques exemples. Premier exemple, la matrice i est inversible. Pourquoi? Parce que i fois i, on a dit que ça faisait i, puisque i fois n'importe quoi, ça fait la matrice par laquelle on multiplie. I fois A, ça fait toujours A. Donc, I fois I, ça fait I. Et donc, d'après la définition, ben, I est inversible parce qu'il existe bien une matrice I, telle que I fois I vaille I. Et dans ce cas, I, c'est I exposant moins 1. Je suis en train de réécrire toute la définition encadrée en remplaçant M et N par I et I, et on voit que ça marche. Donc, l'inverse de la matrice identité, c'est elle-même. 0 n'est pas inversible. Pourquoi? Parce que si vous essayez de multiplier la matrice nulle par une matrice n, 0 fois n, ça fera toujours 0. Et ça, c'est différent de i, au moins pour les matrices de taille au moins 1. Donc, on ne va pas se lancer dans dire ce qui se passe en dimension 0, mais dès que vous avez des matrices avec au moins une ligne et une colonne, donc soit une ligne et une colonne, soit 2, soit 3, soit plus, 0, ce n'est pas l'identité. Donc 0 fois n, ça fera 0, ça ne fera jamais i. Donc 0 n'est pas inversible. Vous ne pouvez pas trouver d'inverse à la matrice nulle, en dimension au moins égale à 1. Pourquoi est-ce que 1 moins 2, 0, 2 est inversible d'inverse 1, 1, 0, 1,5? Là, je vais vous laisser faire le calcul. Vous allez montrer, puisqu'on vous donne le résultat. Ça serait différent si on ne vous le donnait pas, et on verra, page d'après, comment faire dans ce cas-là. Mais ici, on vous donne le résultat. Donc, je vais vous laisser faire la multiplication de cette matrice 1, moins 2, 0, 2 par la matrice 1, 1, 0, 1,5. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça, ou 3 minutes pour faire ça. Et vous allez voir que vous devriez trouver la matrice identité à la fin. Je retente encore une fois de me déconnecter. Cette fois-ci, je vais me déconnecter complètement de Zoom, le temps de voir si ça rétablit le driver de ma tablette. Donc, je vous laisse, je reviens tout de suite. Je vous laisse faire cette multiplication.